Est-ce qu'on a encore la vision du sport comme quelque chose qui peut être dangereux alors qu'on a oublié qu'à la base on vient de la forêt hein. C'est-à-dire que... Écoute, super intéressant là, cet élément de lâcher des choses pour pouvoir avancer. Moi, ça, c'est un sujet qui me passionne. Maintenant, je mets mon sport en plein après-midi et Ouais. ça a choqué beaucoup de monde parce qu'il y en a plein qui m'ont dit mais attends, mais Tu bosses jamais, ouais, tu te rends compte, ça t'as va de la la vie. chance. Est-ce que tu as une matrice, tu as un outil pour sortir la crainte et faire le choix assez facilement de okay, ça je lâche, ça j'automatise, ça je délègue. Est-ce que tu as une approche ou c'est intuitif? Je pense qu'il y a écrit sur ma tête fertile. c'est vraiment. Le problème en fait, c'est que je me retrouvais parfois en fait avec même pas une demi-heure de battement entre deux rendez-vous et en fait t'es pas du tout productif le temps que tu te remettes dans ton truc. Tu sors de ton rendez-vous, tu te remets dans une tâche pour te remettre dans ton prochain rendez-vous et en fait j'arrivais le soir, j'avais l'impression d'avoir rien fait de ma journée. Et t'es drainé, t'es cuite. Ma tagline, ma vision, c'est remettre l'entreprise au service de l'épanouissement. Et souvent, tu vois, on lance un projet, je vois beaucoup d'entrepreneurs, on est motivé, ça nous fait vibrer. Ouais. Et puis on rentre dans une mécanique, encore une fois, de croissance ou de peur de perdre ce qu'on a, on lâche plus. Et là, en fait, on est asservi par sa boîte. Ouais. C'est plus la boîte qui te permet de vivre ce que tu as envie de vivre. Là, c'est terrible parce que non seulement tu n'as pas l'énergie pour ta famille, pour ton conjoint, etc., pour vivre tes passions, mais en plus, tu es en colère quand tu te lèves ou tu es en colère quand tu vas te coucher parce que tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps quoi. Ouais. En fait, j'ai prévu une petite surprise pour toi. Ouais, merde. Ça va, Maud? Ça va et toi? Ouais. En fait, j'étais en train de penser à comment on en est arrivé là. Je crois qu'on a eu une intro, non? Il y a quelqu'un qui nous a présenté. C'était French Founder. Oh putain. Mais il y a un moment, il y a plusieurs années, Ouais, toi, tu étais encore sur les bornés. c'est ça. Et toi, tu avais une agence. Ouais, Et tu exactement. revenais des US. Je revenais des US, c'est pour ça que j'étais à French Founder, à New York. Est-ce que tu peux me rappeler les bornés déjà, parce que on a commencé comme ça à échanger. Ouais, c'est une communauté qui a maintenant 6 ans, qui a été fondée initialement pour mettre plus de femmes sur des vélos et dans le triathlon global. Okay. Et qui évolue un petit peu, puisque là, à la rentrée, je vais faire des gros changements sur la communauté. Ouais. Mais initialement, c'était vraiment pousser les femmes à se lancer sur du triathlon, de la compétition, voilà. Et alors, attends, d'où ça vient ça? J'imagine que toi aussi, tu m'en as parlé tout à l'heure, Ouais. tu as fait des tris, tu en fais toujours. Et comment tu es arrivé là-dedans et pourquoi tu t'as lancé la communauté? Super simple. En fait, en 2017, je me mets au vélo suite à un marathon. Okay. Et on me parle, moi j'adorais l'endurance. Okay. Je suis très très mauvaise en explosivité, c'est-à-dire que tu me fais faire une montée en montagne, justement en sprint, alors là au bout de la montée, tu m'as récupéré en croix, il n'y a plus personne. Par contre, un marathon ça passe plus facilement. Voilà, techniquement, mon corps est plus à l'aise sur ça. Okay. Et on me parle de l'étape du Tour. Alors, il faut savoir que je suis parisienne, hein, donc je ne connais pas l'école, mais je trouve ça super sympa. J'aime bien l'idée. Voilà, ça a l'air cool. Et en fait, je me lance, je prends mon dossard et je l'annonce sur les réseaux sociaux en disant je participe à. Donc, c'était Annecy, le Grand Bornand. Okay. Donc, c'est ce qui m'a fait découvrir d'ailleurs la région annécienne. D'accord. Et en fait, je prends mon dossard, je l'annonce sur Instagram et je reçois plein de messages de mecs. Okay. Qui me disent non mais t'es une ouf, tu sais pas faire de vélo, tu vas jamais y arriver, en plus il y a plein de mecs qui abandonnent. Pas du tout encourageant quoi. Super sympa. Ah, sympa. et en fait je me rends compte que moi j'ai toujours eu un principe dans la vie, c'est de me dire que les gens te balancent leurs craintes. Ah oui, c'est clair. Quand quelqu'un te dit de pas faire quelque chose, tu peux toujours te poser la question, est-ce que c'est parce que vraiment c'est dangereux, je vais faire une connerie, ou est-ce que c'est la personne qui te balance sa propre crainte? Tu connais la phrase la vie des autres, c'est la vie des autres. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils projettent leur peur. C'est exactement ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était eux qui voyaient ça comme quelque chose qui était extrêmement difficile et donc ils me projetaient leurs craintes de ce qu'était l'épreuve. Et une autre amie s'était inscrite également, avait reçu les mêmes réflexions. Wow. Et on a décidé de lancer les bornés comme un projet de communication pour dire les femmes peuvent. Et on avait monté une équipe avec 5 garçons, 5 filles, donc qui étaient déjà mixtes dès le début. Ouais. Et où le concept c'était de dire on va commencer ensemble, on va terminer ensemble. Okay. Et c'est ce qui s'est passé. Super. C'est fou cette résistance, tu vois. Même au niveau du sport, maintenant on voit là c'est les JO en ce moment, on voit les équipes de rugby, masculines, féminines, mais toujours quoi, toujours ce côté, non mais quand même là, est-ce que tu n'exagères pas un peu trop, tu crois vraiment que même, et peut-être presque sous couvert de sécurité quoi, tu devrais faire attention, tu vas te blesser. Parce qu'on a encore la vision du sport comme quelque chose qui peut être dangereux alors qu'on a oublié qu'à la base on vient de la forêt, hein. C'est-à-dire que voilà. on y est. Mais on était des chasseurs-cueilleurs, hein. On n'était pas censé être dans un canapé devant Netflix, hein. C'était pas le but ultime de la création de l'être humain. Donc évidemment, il ne faut pas faire des grosses bêtises, il faut y aller progressivement.
faut écouter son corps. Ouais. Mais dans la réalité, tu es fait pour être dehors. Non, et puis c'est une course, si ça se passe mal, t'arrêtes. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Si tu l'as bien préparé, t'as pas besoin. Exactement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours ce truc, je le vois beaucoup en montagne, en alpi aussi. Oui, mais attention, il y a le risque d'avalanche, effectivement, tu dois mettre en place des procédures, etc. Mais tu arrives au milieu de la montagne, les conditions sont plus bonnes, ou toi, tu n'es plus en condition. Bah, t'arrêtes. T'arrêtes, tu fais demi-tour. C'est ça. En fait, c'est toujours une question de comment tu l'as préparé, quel est l'environnement à l'instant T, et comment est-ce que ton corps réagit à cet environnement. Parce que pareil, il y a des personnes, moi quand j'ai fait mon Ironman, il faisait 41 degrés, beaucoup de gens souffrent sous la chaleur. Moi, c'est l'inverse. Je souffre dans le froid. Ouais, okay. Tu me verras jamais faire du vélo en mois de décembre à Annecy. Non, ça me coûte 3 fois plus que d'aller faire sous canicule. Marrant, c'est exactement l'inverse. Ouais. Et ça, c'est ton métabolisme, tu vois. Moi, le froid m'attaque énormément, le chaud, ça va. Et donc, ça fait que la plupart des gens ont souffert sur cette course, là où moi, j'étais nickel. C'était trop bien. Mais c'est encore une fois, c'est ton corps, ton environnement, et comment est-ce que tout ça se goupille ou pas. Ok. Et ça a été, donc ça, c'est les bornés qui tournent toujours aujourd'hui. Comment la communauté, elle prend envie? Alors techniquement, c'est une communauté où il y a des ambassadeurs dans différentes villes, où tu vas avoir en fait des personnes qui proposent des sorties. C'est-à-dire que plutôt que de rouler seul, plutôt que de s'entraîner dans leur coin, ils vont proposer sur notre application qui est Smatchy les sorties. Et derrière, tout l'objectif, c'est qu'ils aient la possibilité de se retrouver à plusieurs pour faire du sport. Ça va évoluer un petit peu parce que en 6 années, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie difficulté à créer une économie du sport. Malheureusement, on a beaucoup de concurrence, si je peux me permettre le mot, parce qu'il y a un écosystème sportif qui est très développé, des clubs, des gens qui se lancent avec des groupes Facebook 100% gratuits. Décathlon aussi qui s'est émis. Tout le monde. Le problème, c'est que derrière, si tu veux vraiment développer le truc, il faudrait recruter. Donc quand tu vois le coût d'un salarié en France, même le moindre diplômé va te coûter 48 000 € à l'année. Et c'est vraiment le plus bas du plus bas de la rémunération. Donc techniquement, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas viable, qu'on n'y arrivait pas. Et donc là, on va réformer un petit peu, où en fait, on va justement exploiter Smatchy pour leur permettre de continuer à se retrouver entre eux, mais sans avoir toute la logistique et l'infrastructure qui avait été montée sur les bornés, qui était coûteuse financièrement et en temps surtout. Moi, je me retrouvais à vraiment travailler et cravacher comme pas possible, sans rémunération. Donc il y avait une limite structurelle à tout ça, où là, j'arrivais un peu à la limite de ce que je pouvais faire dans les conditions telles qu'elles étaient. Ça m'intéresse vachement ce que tu dis. Déjà, tu as compris, moi le sport c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Et puis sur le fait de créer une entreprise qui soit scalable. Alors pas seulement au niveau du nombre de membres et du chiffre, mais aussi de ton énergie et ton temps. Tu peux pas, si tu as 10 fois plus d'utilisateurs, tu ne peux pas travailler 10 fois plus. C'est sûr que tu vas te cramer. Comment aujourd'hui dans le nouveau projet tu prends ça en considération? En plus, tu adores le sport, tu adores la nature, tu as déménagé ici à Annecy, c'est aussi pour profiter du coin. Comment tu combines cette méga motivation d'entrepreneuse sportive avec créer du temps libre? C'est dur, tu as trouvé des petites solutions, comment tu fais ça? Et la première année et demie d'arriver à Annecy, on ne va pas dire que j'ai beaucoup profité de la région, c'est-à-dire que j'ai plus passé de temps devant mon écran qu'à l'extérieur. Justement, là, l'objectif, c'est d'en profiter un peu plus, parce que ça ne sert à rien d'avoir déménagé ici, c'est pour rester enfermé. Non. Honnêtement, ça a été de faire des choix difficiles. Ça peut sembler en fait un peu bête à dire, mais on a vraiment pris des décisions sur les dernières semaines assez hard dans le projet. Tu veux nous en partager quelques-unes? L'arrêt complet en fait d'un membership qui permettait d'avoir des avantages aux membres, mais qui vivotait. Tu sais, c'était ni un succès ni un échec. Tu sais, c'était un peu à l'entre-deux où tu n'arrivais pas trop à le faire grossir. Et il aurait fallu qu'il explose pour qu'on puisse continuer à développer. Mais là où il était, en fait, c'était plus quelque chose de bloquant. Donc il va complètement disparaître. Et ça vient aussi avec le fait qu'on fait disparaître également notre engagement à faire un certain nombre d'événements. Parce que en fait c'était lié, c'est-à-dire que tu prenais ton abonnement et tu avais un certain nombre d'événements inclus, et là on fait complètement sauter ça. Donc ça fait beaucoup moins de travail, parce que moi, si j'ai pas à courir après les ambassadeurs pour qu'ils déposent des événements, faire en sorte que ça tourne, que tout le monde ait un peu des choses de disponibles, ça me retire énormément de temps de travail. Écoute, super intéressant là, cet élément de lâcher des choses pour pouvoir avancer. Moi, ça c'est un sujet qui me passionne.
Est-ce que tu as un système, parce que c'est pas facile, hein, en général c'est nos bébés, tu vois, est-ce qu'on arrête vraiment? Puis on se dit toujours, oui mais si peut-être, tu vois. Dans un mois ça se trouve il va se passer quelque chose. Tu vois, alors que finalement tu perds du temps et de l'énergie, il faut être focus, c'est quand même la clé de l'entrepreneuriat, je pense que tu as vécu ça. Est-ce que tu as une matrice, tu as un outil pour sortir la crainte et faire le choix assez facilement de ok, ça je lâche, ça j'automatise, ça je délègue. Est-ce que tu as une approche ou c'est intuitif? Alors c'est plus intuitif parce que je ne pense pas avoir vraiment créé quelque chose de systématique. Okay. Mais ça vient avec l'expérience, j'ai l'impression. Au tout début, je lâchais rien. Au tout début, je rajoutais, et à la fin, c'était une cocotte minute en train d'exploser. Et la notion de goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'était moi, littéralement. Depuis peu, en fait, je fais la règle des 80-20 un peu quand je réfléchis. Ouais, Pareto. C'est un peu, c'est pas exact, mais je me dis, si je dois mettre 80% d'intensité dedans pour que ça me rapporte que 20, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Alors après, évidemment, parfois tu peux avoir des trucs à 50-50, tu vois, c'est pas non plus… Oui, il faut être flexible. Mais tu vois, cette histoire de membership, de ride, tout ça, je me suis rendu compte que ça me demandait beaucoup d'énergie. Et j'ai regardé le chiffre d'affaires à la fin que ça me rapportait. Je fais franchement pour tout ça, si je le rapporte à l'heure, même un stagiaire est mieux payé que moi, quoi. Donc non, ça marche pas. C'est un super point ça. Moi j'utilise beaucoup avec mes clients. Je leur dis, vous prenez votre salaire annuel tout compris, hein, les dépenses, c'est tout. Pour l'instant, moi c'est zéro, j'avoue. Mais… sinon ce que tu prends le revenu, on va dire. Le revenu. Tu divises par 2000 à peu près le nombre d'heures tu vois, de l'année travaillées en moyenne. On s'en fiche, on n'est pas chiffré. Ça te donne ton taux horaire. Et ensuite, tu divises ça par, allez, quand tu commences, tu fais 2, quand tu es déjà un peu plus expérimenté, tu fais 4. Et ça te donne un taux horaire si tu ne devrais jamais faire une tâche que tu peux déléguer pour ce taux horaire-là. Parce qu'en fait, tu coûtes de l'argent à ta boîte. Ouais, c'est un peu comme le système de prendre une femme de ménage chez toi à partir d'un certain moment où tu as un revenu, parce qu'en fait, le temps que tu vas passer à nettoyer ton appart, tu pourrais le passer à faire du chiffre ou à passer des moments qualitatifs avec ta famille. Exactement, qui vont te ressourcer. Et du coup, tu vas pouvoir investir. Donc, j'ai une petite matrice où je découpe et je me fais des auto-audits d'une semaine. Je mets une alarme sur le téléphone. Et je suis un peu regardes combien de temps ça prend? Même pas toutes les 15 minutes, je marque ce que je fais. Et ensuite, à la fin de la journée, 2 colonnes. Utile, pas utile. Argent, enfin, tu vois, si la valeur que je génère, je mets sur 4 étoiles. Et puis après, surligneur vert, j'ai pris du plaisir. Ah ouais. Surligneur rouge, ça m'a drainé. Ouais, bien sûr. Et quand tu combines ça, en fait, c'est assez rapide de se dire, toutes ces tâches, ça ne génère pas de valeur. Et en plus, c'est rouge, là, tu ne poses pas de questions. Ouais, c'est ça, on dégage. Et après, celles qui sont un peu plus dures, c'est celles qui me drainent mon énergie, mais génèrent de la valeur. C'est là, il faut un peu plus d'efforts. Mais au final… Mais que tu peux peut-être déléguer après à terme en te disant ok, je vais sauver mon énergie pour d'autres sujets, mais ça génère de la valeur, donc on va quand même mettre quelqu'un quand on a un salarié dessus. Exactement. C'est un peu égoïste, mais ça fait partie du rôle aussi du patron. Après, ça dépend comment tu recrutes. Si tu recrutes la personne qui va prendre du plaisir pour cette tâche, tu vois, des gens qui adorent. Et du coup, ils vont être meilleurs. Par exemple, moi, tu me fais faire de la comptabilité, ça me draine. Voilà. Mais il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui adorent ça. Et puis après tout, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est créer la boîte où tu génères de la valeur. Et tu prends du plaisir. Bien sûr. Sinon, ça ne sert à rien, quoi, vu les sacrifices que ça nécessite. Financier, temps, investissement pro-perso. C'est clair. Parce qu'il y a ce gros mythe de l'entrepreneuriat, moi c'est assez marrant, parce qu'à chaque fois que je dis que je suis patron, alors tu as l'impression que les gens ont des paillettes dans les yeux. Alors, je suis pas Bernard Arnault, hein, c'est-à-dire que j'ai pas les mêmes budgets. C'est pas le même métier en plus. Et puis en fait, quand tu leur dis, mais ça fait 6 ans que je suis pas payée, et là il y a toujours ce moment où les gens ils s'arrêtent, ils te regardent, ils font 6 ans? Mais tu fais comment? Justement, je me débrouille. C'est bien ça le problème, tu vois. Et les gens se rendent pas compte, ils voient le fait que tu passes à la télé, ils voient le fait que tu as été invité sur tel événement parce que ça avait l'air sympa, mais ils se rendent pas compte derrière de tous les sacrifices que tu fais, alors que si tu avais un CDI bien planqué, alors là en plus nous à Annecy, frontalier, là, histoire de bien vraiment faire les choses, mais tu aurais une qualité de vie qui serait 10 fois plus grande en termes de revenus et investissement temps. Pour toi, tout le monde peut être entrepreneur, et ma réponse a été non, c'est définitif. C'est une fausse vérité de dire tout le monde peut devenir entrepreneur. Parce que c'est tellement de sacrifices qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça, et c'est pas grave en fait, il n'y a rien de… Après, je trouve que pour te challenger un peu là-dessus, il y a aussi, je trouve, cette croyance de
l'entrepreneur qui se sacrifie, qui fait 100 heures par semaine. Pour moi, il y a aussi un manque de connaissances et d'éducation souvent sur les entrepreneurs, sur le métier d'entrepreneur. C'est-à-dire que tu peux être un très bon pâtissier ou un très bon cuisinier. C'est pas pour ça que tu es un bon gestionnaire de restaurant, tu vois, ou de boulangerie. Et il faut apprendre ça. Moi, je challenge un peu ça parce que je vois des entrepreneurs même, tu vois, qui ont des revenus pour l'instant modestes, début d'entreprise. Dès qu'on met certains systèmes en place, très rapidement, on voit qu'ils sortent de ce cycle de il faut que je me sacrifie, travailler plus. Parce que finalement, est-ce que, tu vois, tu fais une journée de 12 heures, c'est pas rare, est-ce que les 4 dernières heures, elles sont efficaces? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que finalement, tu nourris pas une croyance de si je travaille plus, j'aurai plus de résultats, donc temps égale revenu, alors qu'on sait très bien. On a une limite structurelle. Ouais, et puis que c'est pas temps égale revenu, c'est la bonne action, la bonne graine plantée au bon endroit va donner des résultats. Mais cravacher plus, etc., c'est au final, et puis tu vas te cramer. Bah moi j'étais comme ça, tu vois. En plus j'ai eu le malheur quand on est arrivé sur Annecy que mon mec prenne beaucoup de remplacements le soir. Parce que les gens font du sport le matin, le midi et le soir. Donc il avait des plages horaires hyper larges, donc je me levais avec lui. Je me retrouvais finalement à attendre jusqu'à 23h qu'il rentre pour dîner avec lui. Donc tant qu'à faire, autant faire bosser. Des emails. Tu vois, voilà. Et en fait, depuis peu, j'ai un peu changé mon système où je me lève toujours avec lui. Ça n'a pas changé. Donc ça c'est cool. Donc je commence assez tôt en vrai. Mais par contre, derrière, je cut parce que maintenant il rentre en milieu d'après-midi. Je cut en milieu d'après-midi. On va faire du sport. Et en fait, la plupart du temps, plutôt que de voir le sport comme juste un moment perso, c'est aussi un moment parfois où je réfléchis sur un truc. Mais bien sûr. Et où je laisse une idée germer et je vois plus maintenant le fait de sortir, faire 20 minutes de marche ou aller faire du sport ou quoi, comme un moment en fait de perdu, mais plutôt comme le fait de dire ok, j'ai une idée, où j'ai une question que je me pose et comment est-ce que je peux réussir à faire en sorte d'utiliser cette heure-là où j'ai du temps de libre en quelque sorte pour trouver une solution. Et en fait, je me suis rendu compte que je trouvais plein de solutions quand je me prenais ce temps-là pour moi. 100%, je demande toujours ça à mes clients. Où est-ce que tu as eu tes meilleures idées? C'est jamais au bureau face à ton ordi, bien sûr avec des notifications, dans le train, regard perdu dans le paysage, dans l'avion, à l'aéroport. Tu vois, il se passe des choses autour de toi, puis tu es un peu en introspection. C'est du temps perdu, mais finalement, tu as les meilleures idées en marchant. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. En fait, quand tu reviens dans le corps. Tu vois, moi je me suis rendu compte que j'avais souvent mes idées le soir dans mon lit. Sauf que comme je finissais le travail à 23h, parfois j'avais le cerveau qui tournait jusqu'à 1h du matin. Donc affreux, parce que le lendemain quand tu dois te lever, tu l'assumes moyennement. Et en fait, j'ai préféré décaler ça pour avoir un temps de pause avant justement le dîner, avant tous ces moments-là, tu vois, où tu peux commencer à cogiter. Pour arriver plus sereine aussi le soir quand je suis dans mon lit et pas être en train de cogiter le boulot à 23h. Pour arrêter la machine ensuite, c'est compliqué. C'est ça. Et ça par contre ça marche bien. Ça marche hyper bien et c'est cette philosophie de dire je dois investir mon temps. Aller courir, aller marcher, lire un livre, écouter un podcast, t'investis et c'est cet investissement qui va porter ses fruits beaucoup plus que les 1000 commentaires sur LinkedIn, sur les réseaux, tous les emails que tu peux envoyer, etc. Parce que finalement, ce petit temps de recul, de réflexion, il va te permettre, c'est encore une fois les 80-20, de faire les 20 qui vont générer les 80 au lieu de t'épuiser. Et de toute façon, quand tu es épuisé, tu fais pas les bons choix, forcément. Puis ça se trouve, tu vas penser hors de la boîte en quelque sorte. Enfin, là, il n'y a pas longtemps, on a regardé un docu Netflix sur Squeezie. Je ne sais pas si tu le connais, c'est un YouTuber. Et moi, je le connaissais de nom, mais j'avais jamais consommé son contenu. Je suis pas du tout une consommatrice de YouTube. Et c'est mon mec qui me dit tiens, viens, on va regarder ça a l'air sympa, etc. Donc je me mets dessus. Et c'est là où en fait j'ai vu la personnalité de ce gars-là, qui a l'air super sympa, qui a l'air d'avoir un bon mindset entrepreneur, un bon mindset sur plein de choses. Les résultats sont là. C'est ça. Et surtout, qui a l'air d'aimer le sport. Et je me suis dit mais attends, c'est trop bien, on pourrait faire un truc avec Smatchy. J'aurais jamais pensé à créer l'opération qu'on est en train de monter, où on lui a donné. Enfin, on essaye de lui faire en sorte qu'il fasse un Ironman à terme. Après, je ne sais pas du tout si ça lui fera plaisir ou pas. Mais en fait, ça m'a donné l'idée de dire tiens, tu pourrais lui lancer un challenge, ça pourrait être cool. Et en plus de ça, il a techniquement la capacité de pouvoir physiquement, après à terme, le faire. Oui, c'est ça. Et puis, tu vois, dans ce que tu dis, il y avait non seulement tu regardais cette vidéo, aussi tu avais fait de la place pour avoir des idées. Tu vois, tu regardais la vidéo et tu ne pensais pas à autre chose en même temps. Donc, tu vois, il faut déjà pas être à la corde.
Et puis derrière, tu as une intention claire, une intention où tu veux développer, créer des événements, des collaborations. Et ça, c'est ces 3 paramètres, plus le hasard, puisque le hasard a fait que tu es tombé sur cette vidéo. Oui, parce que j'aurais pu voir la vidéo et en fait, ça aurait pu être un mec qui n'aime pas le sport, qui n'est pas du tout dans le délire qui pourrait coller avec Smatchy, en effet. Et ça, c'est 4 paramètres, c'est ce qu'on appelle le lucky factor, le facteur chance. Et en fait, ces 4 paramètres combinés, ça permet d'avoir plus de chances, de développer une personnalité chanceuse. Donc tu as une intention claire, tu fais des choses un peu différentes, c'est ce que tu as dit aussi sur YouTube. D'habitude, je ne le fais pas et là, j'ai fait ça. C'est ça, je ne consomme pas ce type de contenu. Exactement, et tu es ouverte pendant que tu regardes, tu es présente finalement. Et c'est là que tu as chaque fois des opportunités. Tiens, je suis allé dans ce café, j'y vais jamais. J'ai discuté avec ce gars, j'étais ouverte. C'est ça. Et puis en fait, je lui ai parlé de mon projet, j'avais une intention. Mais en fait, le mec, c'est un investisseur ou c'est, tu vois, X ou Y personne. Et là, boum, nouvelle collaboration. Ouais, c'est toujours comme ça. La personnalité chanceuse. En fait, J'adore. La chance, tu la crées en quelque sorte, si je peux me permettre, même si évidemment tu peux aussi avoir de la malchance et parfois tu ne l'as pas créée non plus. Ça peut t'arriver dessus, mais tu peux mettre toutes les cartes en main, on va dire, pour pouvoir te dire ok, je vais avoir plus de chance aujourd'hui. Il y a une super conférence sur la chance, je crois que c'est Philippe Galibier. J'adore les conférences qu'il donne. En plus, c'est un mec du Sud avec une super tonalité. Et il parle exactement de ça, comment être plus chanceux au quotidien. Et les entrepreneurs, finalement, c'est se glisser dans chaque faille d'opportunité. Tout à l'heure, tu m'as parlé de la vente de ta boîte. Oui. Moi, je suis dans le process, là, c'est en train d'être signé également. Comment ça s'est passé? Pareil, on en parlait tout à l'heure, c'est lâcher des choses pour avancer. Ça a été dur? Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision? Pourquoi tu n'as pas mis juste un DG, tu vois? Ouais. Ça, c'est un sujet qui est assez courant aussi pour les entrepreneurs. Comment, au bout d'un moment, on lâche le bébé? Parce que ce n'est pas forcément notre personnalité, tu vas m'en dire plus, mais de maintenir un projet, de le développer, mais plutôt, tu vois, des visionnaires, créateurs. Ouais. Et ensuite, il faut arriver à passer le bébé, mais c'est pas évident. Comment tu as vécu le truc, toi? En fait, c'est très simple. Print, Printify, c'est la première boîte que j'ai créée post-salariat. Donc, j'en avais créé d'autres avant. Moi, j'ai entrepris dès l'âge de 13 ans. Donc, il est arrivé un moment où, en fait, j'étais limite frustrée de me dire que je devenais le point faible de mon propre projet. C'est-à-dire qu'à la fin, finalement, vu que je ne pouvais pas donner du temps, je ne faisais pas du qualitatif, c'est-à-dire que les délais de livraison étaient très longs. Enfin, tu vois, beaucoup de choses comme ça étaient liées littéralement à moi. Et en fait, je me suis dit, mais tu es en train de toute seule, parce que tu ne veux pas lâcher le projet, le tuer. Génial. Et donc, est-ce que c'est pas pire, finalement, que de le céder à quelqu'un qui a le temps, l'énergie? Tu le tues à petit feu, quoi. Ouais, c'est affreux en vrai. Non, mais je pense que c'est 100% des entrepreneurs qui sont le facteur limitant de leur propre boîte. Ça arrive, ouais. Et donc, il est arrivé ce moment où je me suis dit, ok, je vais essayer de trouver quelqu'un pour le reprendre, mais avec mes conditions. Donc, mes conditions, c'était, je veux pouvoir, si c'est possible, rester un petit peu dans la boîte, même si c'est 5%. Juste pour le principe de dire, aider à donner des conseils, continuer à le développer, etc. Je veux quelqu'un qui puisse y mettre du temps et de l'argent. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait réinvestir du cash à l'intérieur si on voulait que ça fonctionne. Donc, c'était pas juste le prendre tel quel, avec la trésorerie telle quelle. Il faut refaire le site. Enfin, tu vois, il y avait toute une to-do list qui est coûteuse. Et le dernier point, c'est que je voulais quelqu'un qui comprenne la vision que j'avais voulu donner au projet, qui n'était pas que un e-commerce, mais qui était aussi quelque chose où, en fait, un peu artistique. Enfin, tous les concurrents qui se sont lancés, je ne les trouve pas très beaux, les designs. Parce que ils sont pratiques, mais pas... Voilà. Moi, je voulais vraiment un truc que tu mettes dans ton salon, qui se marie en fait dans une décoration, mais où si quelqu'un sait que c'est un marathon, mais en fait, il sait que c'est un marathon et il sait que tu as fait le marathon de, je sais pas, Paris en 3h40. Ah, t'as vu, ça a fait le marathon. Mais les autres, en fait, ils vont passer devant, ils vont même pas s'en rendre compte. Et c'était un peu l'idée. Et il fallait quelqu'un qui arrive à cocher toutes ces cases. Et ça n'a pas été facile, parce qu'en plus, tu rajoutais la case il fallait qu'il puisse se le permettre financièrement. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure en off. Mais en fait, on est dans une économie maintenant qui est un peu compliquée. Il y a eu l'inflation. C'est pas si simple que ça, l'économie en plus du sport en France. Il y a pas de cash, Et en fait, retrouver quelqu'un qui avait les moyens, des gens qui voulaient reprendre le projet, j'en ai eu plein. Je crois que j'ai dû avoir une vingtaine de personnes au téléphone hyper motivées. Mais en fait, quand tu leur disais, bah voilà, il faut reprendre le projet avec du cash. C'est pas juste, il n'y a même pas que le rachat, il y a aussi le fait d'investir.
ça tenait pas la route. Financièrement, c'était pas possible. Et les gens qui disent je te le reprends pour l'euro symbolique, non, c'est gentil, c'est 6 ans de travail. Non merci, quoi. Je veux bien faire des concessions sur le prix. Mais il faut investir pour pas fermer dans 6 mois, quoi. Ouais, voilà. Et puis c'est pas pour que derrière, en fait, la personne 6 mois plus tard, elle lâche parce que de toute façon, elle n'a pas la solidité financière. C'est ça. De pouvoir rester 2 ans sans être payée. Et moi, ça a été le critère, c'est-à-dire que la personne que j'ai prise, je lui ai dit, pars du principe que pendant 2 ans, tu vas rien verser. Ouais. Faut que tu réinvestisses pour que ça marche. Et il est en accord avec ça, en fait, puisqu'il se paye déjà avec un autre projet, donc il est OK avec le fait que de toute façon, c'est pas via Print qu'il se versera une rémunération. Okay. Potentiellement, ce sera du dividende plus tard. Comment tu as choisi ton nouveau projet? Ça a été un peu organique? Comment, tu vois, parce que, en fait, ça revient à une question un peu plus large. Pourquoi tu es entrepreneur au final? Qu'est-ce que tu veux vivre à travers ça? Les bornés a inspiré Smatchy, donc ça a été un peu un effet de rebond. Je ne suis pas certaine que je mette de la réflexion dans ma carrière d'entrepreneur, si je peux dire ça comme ça. C'est intéressant comme réponse. Non mais je ne suis pas stratégique dans le sens où je me dis pas tiens je vais lancer telle boîte pour telle et telle raison personnelle. Okay. Tu vois, je la lance parce que je crois dans le marché. D'accord. Et parce que je me vois l'utiliser. Ok. Mais donc tu résous, c'est le fameux je résous un pain point que j'ai vécu. Ouais. Mais à chaque fois ça a été un pain, c'est-à-dire que Print Your Race, c'est parce que je voulais immortaliser mon marathon, le marathon de Paris. Ouais. Et je trouvais rien de joli. Ouais. Et donc j'ai pris ma palette graphique et j'ai fait un truc. Ouais. Et c'est parti de là où en fait, en gros, je l'ai mis sur les réseaux sociaux en mode je me suis fait mon petit reward et il y a plein de gens, dont des influenceurs, qui m'ont dit t'as acheté ça où et tout. Je l'ai acheté nulle part, c'est moi qui l'ai fait. Et qui était vas-y, je te file 20 balles, tu me l'envoies imprimé. Et je dis mais what? Et tu avais déjà une communauté ou c'est parti de là le côté communauté audience? Je courais un peu avec le Nike Running Club sur Paris, donc ça m'aidait parce que j'avais rencontré des gens qui étaient dans la commu running. Mais j'ai jamais été une influenceuse et je pense que je le serai jamais parce que c'est pas ma personnalité. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même le pouvoir de... En fait, tu partages quelque chose, il y a plus que ta famille et tes amis qui le voient, et tu as quand même un feedback. Tu vois, que ce soit 1000 personnes de qualité, ou en tout cas alignées avec ton projet. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions, mais ça te donne quand même un retour, ça t'a donné une idée. Donc il y a quand même cette importance d'avoir un peu une petite communauté sans être influenceur, mais de dire voilà, je fais partie d'un écosystème, quoi. Ouais, non, ça je l'ai toujours eu et c'est ce qui a été cool en fait, c'est que j'ai pas construit mes boîtes, quelle que soit la boîte, que ce soit Print, Les Bornés ou Smatchy, solo en quelque sorte. C'est-à-dire que même si je suis seule à la tête des projets et que d'ailleurs j'ai pas toujours été seule, j'ai été associée sur Les Bornés, mais même si maintenant je suis seule à la tête des projets, j'ai pas 100% la sensation d'être seule. Enfin, il y a des ambassadeurs, il y a des actionnaires, il y a un écosystème, tu vois. Donc c'est souvent un peu où j'ai cette phrase qui revient souvent quand tu lèves des fonds. Ah, t'es solo. Ouais. Alors là, t'as l'impression, tu pourrais dire que j'ai la peste. Ça serait pareil. Il y a des fois où t'as vraiment l'impression que c'est une maladie d'être seule. Et en fait, je leur dis, mais je suis pas seule. Déjà, j'ai les développeurs, je me sens pas seule. Il y a les ambassadeurs, il y a les investisseurs. Enfin, en fait, c'est OK physiquement parlant, en full time, je suis seule. Sur papier, je suis seule. Mais c'est pas la réalité, quoi. Je comprends que ça fasse peur aux investisseurs. Donc, tu sais que j'ai une activité, moi, d'Angel. Ouais. C'est vrai que c'est une question que je pose beaucoup. Peu importe si c'est un founder ou avec des co-founders, etc. Mais c'est quoi ton écosystème? Je t'avoue que je pose même la question, moi, hyper perso de la famille. Ouais. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as un système familial et d'amis autour de toi? C'est quoi tes écosystèmes? Comment tu vis en communauté? Parce qu'un founder qui vient pour lever des fonds et qui est tout seul, vraiment dans son bureau, avec son ordi et des devs à l'autre bout du monde, qui rencontre personne, qui ne participe pas à des événements, qui n'est pas dans des clubs, qui n'est pas dans des écosystèmes locaux, qui n'est pas dans des assos, qui n'a pas forcément sa famille qui est au courant de son projet, qui le supporte. Moi, je ne vois que des red flags de partout, quoi. Ouais. Et puis, tu vois, ça, c'est un truc, quand tu es une femme entrepreneur, tu te retrouves souvent confrontée à la question, quand tu as la trentaine, des enfants. Ouais. Et moi, ça a été un gros problème pour lever, parce qu'en fait, je pense qu'il y a écrit sur ma tête fertile. c'est vraiment, c'est affreux. Attention, incoming, 9 mois de pause. C'est ça. Et en fait, tu as vraiment l'impression que genre, c'est un boulet au pied que tu traînes. Et aucun n'a eu la pertinence ou l'intelligence de me demander votre conjoint, il fait quoi?
Et si demain, vous décidiez de fonder une famille, qui s'arrêtera de bosser ou comment est-ce que vous allez faire? Exactement. En fait, on m'a jamais posé la question, tu vois. Et pourtant, la réponse, elle est là. C'est-à-dire que j'ai un conjoint qui a la chance de travailler en Suisse, donc techniquement, il peut faire du 25 heures et très bien gagner sa vie. Ouais, donc, et vous c'est supportez quand même tous les deux. un luxe, C'est- à la fois sur le support financier, mais aussi sur le support en termes de temps, parce Bien qu'il sûr. finit à 15 heures. Bien sûr, C'est plutôt cool. c'est clair. Et il n'y en a aucun qui s'est demandé, genre, est-ce que, par exemple, tu as les moyens financiers de prendre une aide à domicile qui te permet quand même de t'alléger. Enfin, Ouais, moi, j'ai des c'est clair. parents, ils ont tous les deux une très très belle carrière. Pourquoi? Parce qu'on avait quelqu'un à la maison. Mm. En fait, ils ont investi sur eux-mêmes. Et ce qui faisait que quand ils rentraient le soir, déjà ils étaient frais et dispo parce que toutes les conneries de ménage, de machin Bien étaient sûr. faites. Ouais. Mais en plus de ça, ça leur permettait d'avoir une carrière. Et on m'a jamais demandé. C'est-à-dire que vraiment, c'est forcément derrière. Ah non, mais enfin, tu sais, ils te le disent pas franchement, mais on te le fait comprendre. Genre, Ouais, c'est ouais. pas le bon moment, on reverra dans quelques années. Ouais, occupez-vous de votre vie perso. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça revient à notre conversation de la matrice pour organiser son temps. C'est quand je vais être papa une deuxième fois là, dans quelques mois. Quand tu as ça qui arrive dans ta vie, Tu dois t'organiser, c'est mais tout. tu n'as pas le choix. Tu fais des choix. Tu dois te dire, ok, mon énergie, elle est beaucoup plus basse, c'est vrai. Mes journées, elles sont plus courtes parce que je veux passer du temps avec mes enfants. Mes week-ends, je veux vraiment être off parce que je n'ai pas du tout envie d'être en rando sur mon téléphone à côté de mon fils. Ouais, et je veux prendre des vacances. Alors, comment je fais On est pour à l'ère toujours de être l'IA, performant? on est à l'ère de l'automatisation. C'est-à-dire que Exactement. ce qui était vrai, et c'est là aussi où moi parfois j'ai un contraste avec la génération des personnes qui sont investisseurs, parce que c'est souvent des personnes de plus de 50-60 ans. Non, C'est regarde, que- moi je suis pas... Oui, généralement. Il y en a de plus en plus. il y en a de plus Mais en plus. fait, on se retrouve parfois où quand tu leur dis mais je vais automatiser, je vais faire ça, je vais faire ça, et tu sens qu'il y a un côté genre mouais. Ouais, Et en ouais, fait, en j'y réalité, crois pas. ouais, c'est ça un petit Mhm. peu. Et c'est dommage parce que c'est juste que maintenant, on a la chance de pouvoir déjà pas être obligé de recruter à chaque fois que tu as un besoin, parce qu'il y a des logiciels qui te permettent de pouvoir, dans un premier temps, prendre en charge certaines fonctionnalités. Et puis en plus de ça, tu peux automatiser. Enfin là, tu as par exemple, on a parlé ensemble de Waalaxy. Mhm. Je l'ai mis en place Ouais. pendant mes vacances. Il y a des gens qui vont être contactés. Ah bah Moi, là. je serai les doigts de pied en éventail sur la plage. C'est ça, tu reprends ton téléphone, il y a T'as des leads entrants, c'est- 20 nouvelles connexions acceptées, bien C'est sûr. ça. Et en fait, ça peut sembler bête, tu vois, mais maintenant, même pendant que je suis en vacances, ces outils vont travailler Bien pour sûr. moi. Bien sûr, Quand je reviendrai, une grande partie du travail aura été prémâché grâce à l'automatisation. exactement. Donc en fait, avoir une vie de famille n'est pas un problème parce que si tu as tout programmé pour que le soir, entre 18h et 20h, quand tu t'es dit ok maintenant c'est ma vie de famille, tu as des choses qui se font automatiquement à ta place, C'est ça. ça n'a aucun impact. Et Pareto, 80-20. Donc finalement, ton boulot, c'est en permanence, en tout cas c'est comme ça que je le vois, de nettoyer, lâcher, nettoyer, Ouais. nettoyer. Qu'est-ce que je peux déléguer, automatiser et revenir à mes 20% où j'ai créé un maximum de valeur. Bien sûr, quand tu commences, tu fais tout. Tu vas générer un peu d'argent, etc. Boum, allez, je délègue. Je prends souvent l'analogie de la boulangerie. Bon, je délègue le ménage. Ouais. Comme ça, je peux dormir. La qualité de mon produit va s'en faire ressentir. Ensuite, je délègue la vente. Ok, pareil. Quand je délègue la vente, je peux peut-être faire plus de produits, une fournée plus grande pendant la nuit, etc. Est-ce que tu peux imaginer un boulanger qui fait les commandes, produits, le ménage, la vente, Mais non, se lève à 2 T'as heures le pour choix. faire les trucs, ensuite un peu de marketing de sa boulangerie, etc. C'est impossible, Et puis, ça ne tiendra pas dans Il le y a temps. aussi le fait de faire des arbitrages et apprendre à dire non. Tu vois, moi, j'ai appris à dire non. Avant c'est simple, mon calendrier, il était ouvert de Ah ouais. 8h Ça. du matin à genre 19h, tu vois. Et en Au fait, cas où, tu vois, au cas où Ouais, s'il y je avait- ne veux pas rater un rendez-vous. et le problème, en fait, c'est que je me retrouvais parfois, en fait, avec même pas une demi-heure de battement entre deux rendez-vous. Et en fait, t'es pas du tout productif le temps que tu te remettes dans ton truc. Tu sors de ton rendez-vous, tu te remets dans une tâche pour te remettre dans ton prochain rendez-vous. Et en fait, j'arrivais le soir, j'avais l'impression d'avoir rien fait de ma journée. Et t'es c'était- drainé, t'es cuite. Ouais, et c'était affreux, genre je m'en sortais pas. Et là maintenant, mais c'est simple, mes rendez-vous, c'est entre 10h et 13h30. C'est ça. C'est le moment où moi ça fait déjà 3-4 heures que je bosse parce que j'ai commencé tôt. Donc ça me fait limite du bien de parler à des gens. C'est Ouais, 3-4 ouais. heures que je suis solo devant mon écran. C'est juste avant ma pause déj Ouais, c'est et juste avant d'aller faire un peu de sport aussi. Ouais. Donc ça me permet aussi de pouvoir un peu tout condenser. Ouais. Et ça fait que quand je reviens du sport, déjà j'ai mijoté peut-être certains sujets dont j'ai parlé avec les gens. C'est ça. Et en plus, derrière, j'ai une bande passante un peu plus posée, où là c'est bon, je me suis un peu excitée sur mon sport, ça m'a bien calmée, et où je peux mettre en application ce dont on a parlé, tu vois. Exactement. Il y a des, j'ai perdu le nom, mais en fait, on a un peu des rythmes quotidiens. J'ai oublié, je regarderai le nom. C'est comme circadien, c'est ça? Ouais, voilà. Et puis en fait, tu sais qu'entre 8h et 10h, tu es dans cette énergie-là. Entre 10h et midi, tu es dans cette énergie-là. Donc le petit audit que je te disais toutes les 15 minutes, en fait, tu le vois vite parce que tu vas te rendre compte que, par Oui, exemple, plus moi, de tu me temps mets à un faire un rendez-vous à truc. 16h.
il n'y a personne. Je dors face à l'écran. C'est pas possible. Par contre, je me lève à 6h jusqu'à 11h, je fais à fond. Je fais plus sur ces 5 heures que le reste de la journée. Je suis dans une énergie. C'est pas que je fais rien. C'est que je suis dans une énergie plus créative, plus d'introspection. Donc il faut arriver, et c'est pas toujours facile. Et tout le monde n'a pas le même cycle, donc ce qui va marcher avec toi ne marchera pas avec quelqu'un d'autre. Exactement. Moi je me suis rendu compte que l'après-midi j'étais vachement moins productive et en fait c'était le matin et le soir. Et donc c'est pour ça que maintenant je mets mon sport en plein après-midi et ça a choqué beaucoup de monde parce qu'il y en a plein qui m'ont dit mais attends, tu bosses jamais, tu te rends compte, ça va la vie. Tu fais ton sport l'après-midi et tout. Mais en fait quand toi tu décolles de ton travail, moi je me remets sur mon ordi. C'est juste que j'ai décalé mon cycle parce que finalement je suis pas productive, donc autant aller courir. Ça a plus d'intérêt. Ouais, c'est clair. Donc, à quoi ça ressemble pour toi les 6 prochains mois? Qu'est-ce que tu veux mettre en place et développer? C'est une bonne question. Là, on va réformer totalement les bornés, donc ça va être à partir de septembre. J'ai déjà commencé, mais ça va me libérer beaucoup de temps. Les 6 prochains mois, ils vont malheureusement aussi être orienté sur le fait de faire du cash personnel, parce que comme je te disais, je suis pas payée depuis un moment. Et de la sécurité mentale pour ensuite pouvoir faire les bons choix. Donc moi je suis prof en école de commerce depuis super. 7 ans. Génial, où ça? Alors il y a l'EMLV, là j'ai signé l'EM Normandie, Audencia, et j'ai aussi, on va à droite, c'est ça? Écoute, je te laisse ouvrir le chemin. Et j'ai aussi une école 100% digitale qui est une école de design à la base. D'accord. Et ils cherchent à donner un peu des bases en com, en market justement à leurs étudiants. Parce que comme ils vont devenir freelance, il faut qu'ils sachent se marketer. On a repris un chemin. Ouais, on va suivre ça puis on va rebasculer sur le chemin là pour pas se faire écraser par les VTT. Youpla. Ah, c'est un chemin de VTT? Ouais, c'est un parcours de VTT. Trop bien. Enfin, il y a les... Enfin, je crois. Parce qu'on dirait le truc d'acrobranche. Ouais, mais tu vois là-bas, ouais, je sais pas. Il y avait un parcours de VTT, c'est peut-être un peu plus loin. On doit être dans l'acrobranche là encore. Ouais, on dirait une tyrolienne. C'est ça. Écoute, j'aurais des tips à te demander. Je commence à partir de cette année à donner des cours aussi dans une école de business et sport. C'est vraiment ça qui m'attire, c'est le côté, donner les cours dehors, passer par le corps. Parce que tu le vis toi dans ton business, mais au bout d'un moment, il faut sortir quoi. Il se passe tellement plus de choses dehors. Les bonnes idées, elles sont là. Il y a ce temps effectivement de production. On passe par là, non? Je sais pas. Plutôt par là, on va boucler. Il y a ce temps de production, on est face à l'ordi. Ok, j'ai une liste de prio, je m'en occupe, je ne me fais pas distraire par mes notifs, mes machins. Et ensuite, j'ai besoin de réfléchir, de gamberger, de ruminer, de processiser l'info. Et là, je vais dehors. Il n'y a rien de tel. Donc ça, c'est aussi un truc, toi, tu dois vivre dans le quotidien. Et c'est venu, tu l'avais vécu avant ou est-ce que c'est finalement en le vivant à travers les marathons, les courses, etc. que tu as découvert ça? Moi je m'en suis rendu compte justement en m'enfermant. C'est la chose inverse. Par contraste. Exact. Parce que finalement en fait dans cette phase où j'ai bossé mais comme une tarée, j'ai pas mis le nez dehors et l'appartement qu'on a trouvé à Annecy quand on a emménagé, on a galéré, le marché de la loc comme tout le monde ici, est particulier et on avait un dossier vraiment pas du tout agréable pour d'entrepreneur. Un dossier d'entrepreneur. Quand on est arrivé, mon mec il quittait le Club Med Marrakech avec aucun job et fait qu'il trouve en Suisse. T'es pas arrivé en hiver quand même parce que si, en janvier. Petit contraste. Donc ça a été assez compliqué de trouver un appart et le seul qu'on a trouvé, en fait, aucun extérieur. Donc on est toujours dans le même, mais donc ça fait que pendant 1 an et demi, il y a eu cette bulle où je travaillais de 6h du matin à 23h et je ne mettais pas le nez dehors, quoi. À part pour quelques séances de sport et encore, je me suis complètement désentraînée pendant 1 an et demi. Et c'est là où je pense que moi j'ai pris la claque de me dire attends, faut que tu recommences à sortir en fait. Ça, tu vis en autarcie et tes seuls contacts que tu as, parce que ma famille, moi, est en région parisienne, tout le monde est... Finalement, toute ma vie a été construite là-bas. En fait, mes seuls contacts, ils étaient digitaux, quoi. Et c'est là où j'ai pris ma prise de conscience du fait que c'est bien de sortir. C'est sympa. C'est souvent, il faut expérimenter le truc. Est-ce que, on parlait d'écosystème, est-ce que tu es accompagné, toi, par un coach, un mentor, où il y a des personnes qui prennent ce rôle dans ta famille, dans tes amis, dans les entrepreneurs, dans tes investisseurs? Est-ce que tu as, qui te soutient dans ces moments-là? Quand tu as un doute, quand tu as une question, quand il y a un truc que tu ne comprends pas parce que tu as le nez dans le guidon, comment tu fais pour gérer ça? Ça dépend des sujets. Si on est vraiment juste sur du boost moral, ça va être mon conjoint. C'est la personne qui est avec toi au quotidien. Donc de toute façon, il rentre du boulot, il voit bien si tu as passé une bonne ou une mauvaise journée. Tout le monde, je pense que tout le monde le porte sur soi. Si on est plutôt sur des sujets
Business, ça va être mon board. Ok. Et entre autres, moi j'ai la chance d'avoir mon père qui a investi dans ma boîte. Ok. Et donc c'est beaucoup mon père, même génial. si on n'est pas tout le temps d'accord. Bien sûr. Et c'est aussi, Ça fait partie du truc. ouais, c'est aussi là où moi j'ai appris à mettre des limites et à dire bon papa, j'ai plus de 30 ans maintenant, c'est mon entreprise, sur ce plan-là je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Ça s'arrêtera à ça, voilà. Mais merci d'avoir donné ton avis. Ouais. Mais sur beaucoup de sujets, il débloque. Tu vois, on a eu un problème avec mon ancienne comptable qui, ça faisait 2 ans qu'elle livrait pas en temps et en heure les comptes. Je me retrouvais à les déposer en août au lieu de mai, tu vois. Et toujours en train de dire c'est dur, c'est compliqué, Ouais. etc. Pas la bonne énergie. Non, une énergie en fait qui moi me pompait Ouais, encore c'est plus ça. sur Ouais, un c'est sujet déjà que j'aime pas. Ouais. Mais alors c'était la double peine quoi. Et au bout d'un moment en fait j'ai envoyé un warning à mon père parce qu'il est dans la finance et je fais écoute là ça va plus avec elle, je peux pas en fait, il faut qu'on trouve une solution. Il a repris le sujet en main, ça l'a fait partir en fait parce qu'elle s'est rendue compte que là elle pouvait plus forcer parce que moi j'avais pas les connaissances techniques sur certains trucs et quand elle sortait des trucs assez durs mon père était attendez c'est bon. On parle d'une boîte qui fait X de chiffre d'affaires. Moi j'ai fait des bilans pour des boîtes qui en font Y, on se calme. Non, puis c'est son boulot aussi. Oui, quoi, et tu puis vois. tout est automatisé dans des trucs à la Penny Lane, etc. Donc bon. Et en fait ça l'a fait partir parce qu'elle s'est rendue compte que je pense que là elle pouvait plus Faut forcer. faire semblant quoi. Et il m'a présenté quelqu'un et en une semaine c'était réglé, tu vois. Ouais. Et ça a été pour moi aussi un moyen d'avoir une personne qui soit efficace, avec qui ça se passe bien. Et où j'ai un peu la certitude aussi que si je fais une demande, je ne vais pas avoir 2 mois avant d'avoir une réponse. Ouais. Et en plus de ça, je Fais vais avoir une confiance réponse claire et efficace, tu vois, où il va trouver des solutions à des problèmes donnés. Et tu vois, on parlait d'écosystème un peu plus tôt. C'est la clé, alors dans les deux sens, pour moi c'est la clé de la réussite. Ouais. Et c'est aussi la clé de l'échec. C'est-à-dire que tu vois, je fais partie de l'association Second Souffle, d'ailleurs je salue tout le monde, c'est une super asso où on aide les entrepreneurs qui sont dans une situation difficile pour éviter le dépôt de bilan, le burn-out, etc. Systématiquement, il y a un manque d'entourage, il y a un manque d'écosystème, il y a un manque de support. Et tu parlais du conjoint, rien que ça c'est une chance. C'est une chance. Ou en tout cas, tu as développé ça de pouvoir échanger avec ton conjoint. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le soir, c'est clivant. Ouais, je veux pas en parler. Ouais. Non mais écoute, de toute façon tu vas pas comprendre. Et ça fait déjà 8 heures que j'ai la tête dedans, j'ai pas envie d'en parler encore plus. Après c'est à toi de le vulgariser, tu vois. Il y a des choses où parfois il ne comprend pas parce qu'il n'a pas soit le background technique, soit l'expertise. Mais c'est aussi à toi d'expliquer de telle sorte à ce que la personne elle puisse comprendre ce que tu lui racontes. Et ça fait du bien parce que tu synthétises, ouais. Tu prends du recul. La distanciation, en psychologie, c'est clé pour justement voir les choses, sortir de l'émotion, voir les choses avec un peu plus de distance, avec un peu plus de perspective. Il me regarde, et tu t'es pris la tête pour ça. Ouais. Mais tu m'énerves. Mais oui, oui. T'as raison, mais tu m'énerves. Et tu te dis, bon bah oui, t'as raison, mais en fait c'est juste que moi je suis le nez dedans, donc il y a l'émotion, il y a plein de choses. Exactement. Non, ça c'est vraiment la clé, et comme tu dis, selon les sujets, d'avoir une personne de confiance sur tes problématiques financières. On n'est pas bon de partout. Encore une fois, c'est le Pareto, la zone de génie. N'essaye pas d'être un expert comptable en plus de la gestion de ta boîte. Tu gâches du temps. Tu ne seras jamais aussi bon qu'un mec qui a fait 2, 3, 4 ans d'études. Ça va te prendre de l'énergie et potentiellement cette énergie, tu ne l'as pas mise pour faire du business, tu ne l'as pas mise pour faire de la com. Et c'est sûr. Et c'est même pas potentiellement, c'est sûr que tu ne l'as pas mis techniquement. Et alors en plus, quand tu as les enfants à gérer, etc., c'est non seulement du temps, de l'énergie que tu n'as pas mis sur ta boîte, mais que tu n'as pas mis avec ton fils ou avec ta fille, avec ta femme, etc. Donc double frustration, parce qu'à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir fait une journée qui n'a servi à rien. Et en plus de ça, tu as l'impression de ne pas consacrer de temps aux gens qui sont quand même ce pourquoi tu travailles. Parce qu'en fait, on oublie souvent, ok, tu te nourris personnellement de ton entrepreneuriat. Ouais. Moi, je suis très heureuse de ce que je fais, de ce que je construis. Et quand j'ai des gens qui me contactent en disant, grâce à toi, j'ai fait ma première épreuve de vélo, ou j'ai fait ceci, évidemment que ça fait du bien, ça fait plaisir. Tu te dis, ok, j'ai servi à un truc. Mais il y a aussi le fait que tu fais tout ça pour pouvoir avoir une vie. C'est-à-dire que si tu bosses pour finalement mourir riche, moi mes parents m'ont toujours dit tu n'emporteras pas ton argent dans la tombe. Et puis ton temps, de toute façon, je veux dire, il est compté. Hein, pour être seul, mourir seul, riche. Wow. C'est ça, exactement. Super. Et puis pour s'épanouir, c'est-à-dire que, tu vois, moi c'est un peu ma tagline, ma vision, c'est remettre l'entreprise au service de l'épanouissement. Et souvent, tu vois, on lance un projet, je vois beaucoup d'entrepreneurs, on est motivé, ça nous fait vibrer. Ouais. Et puis on rentre dans une mécanique, encore une fois, de croissance ou de peur de perdre ce qu'on a, on lâche plus. Et là, en fait, on est asservi par sa boîte. Ouais. C'est plus la boîte qui te permet de vivre ce que tu as envie de vivre. Là, c'est terrible parce que non seulement tu n'as pas l'énergie pour ta famille, pour ton conjoint, etc., pour vivre tes passions,
Mais en plus, tu es en colère quand tu te lèves ou tu es en colère quand tu vas te coucher Ou parce que t'as tu plus dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps quoi. Ouais. Mais c'est là où il faut savoir finalement quitter. Quitter ou adapter. Il y a des petits ajustements, tu vois, Ouais. je le vois. Ou pivoter. Ou pivoter. En fait, c'est la beauté de l'entrepreneuriat. Tu es un créatif, tu as un terrain de jeu. À toi de faire sauter des choses, changer, challenger ton système. Est-ce que tu travailles à la maison? Est-ce que tu travailles en remote? Est-ce que tu embauches des nouvelles personnes? Est-ce que tu fais un pivot? Je veux dire, c'est la beauté de l'entrepreneuriat. Tu fais ce que tu veux. Oui, dans la limite de ton budget. Ouais, mais si tu veux, même le budget, regarde, je suis sûr que tu as lancé les boîtes, tu avais 0, 3 francs 6 sous, tu as lancé des trucs, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais tu vois, là, moi, si tu me demandais, j'aimerais bien avoir ma levée de fonds pour pouvoir justement recruter et sur certains sujets, pouvoir en fait le donner à des gens incompétents et deux, où ma valeur ajoutée, elle est moindre ou moyenne, tu vois. Et c'est là où tu as une limite que tu connais pas dans le salariat, parce que dans le salariat, en fait, bon, ça peut arriver que ta boîte te dise ok, on recrute pas, tu te débrouilles, on te donne pas de budget, mais tu as quand même un écosystème beaucoup plus puissant autour de toi. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je disais que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ce qu'il faut accepter, c'est de se dire que tu vas être le comptable, le négociateur, enfin, t'es tout quoi. En tout cas de manière temporaire, le temps que tu puisses ensuite déléguer, automatiser, etc. J'ai un petit secret à te partager. Vas-y. Une petite révélation. En fait, j'ai prévu une petite surprise pour toi. Ouais, merde. Est-ce que ça te dit qu'on aille voir? Oui, vas-y. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'aimerais pour finir cette vidéo, c'est qu'on reparte en parapente. Ok. T'as déjà fait, non? Ouais, une fois. Une fois? Ouais. Ça te tente? Pas d'obligation. Hein. Vas-y. Ouais? Vas-y, chaud. On est parti? Ok. Ok, let's go. Là, le fait que tu me fasses voler, vu que t'as pris ton assuré assurance, à ça 2 marche. millions, machin, de tout. C'est obligé. J'aurais fait du parapente en robe. Ouais, On aura tout lu. Vraiment, non, la c'est pour ça que je suis pas fait inquiété. vraiment la parigo, quoi. Non, ça passe. Tu sais, on en voit ici. Tu sais que c'est le plus gros déco d'Europe. 300 000 décos par saison. À la Forclaz, c'est toutes les 2 secondes. Donc, tu as des gens qui viennent du monde entier pour décoller, je suppose. Ah, mais c'est la mecque en fait du parapente. Moi, je ne savais pas. Ah, mais c'est vraiment ça. En fait, j'ai appris à l'étranger, au Mexique. Que les gens, ils connaissaient tous, quoi. Et je leur ai dit, mais je viens d'Annecy. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais pourquoi? Mais je faisais de l'aviron, j'avais la tête sur mes pieds, sur le lac. Je regardais pas en l'air. Bon, tu vois, tu es bien attaché. Idéalement, ouais, j'aimerais bien arriver en vie chez moi. Ouais, moi aussi. Ok. T'es prête? 1, 2, 3, go! Allez! Allez, à fond maintenant! À fond! Ah, super! Et là, on peut s'asseoir. Ok, lève les genoux, tu vois, tu vas être vraiment confort. Ah ouais? Ouais, comme dans un hamac. T'es bien là? Ouais, ça va. Je vais te pousser un peu. Il faut vraiment que ça soit super bien. Là, c'est cool? Ouais. Bon, bah bien. Ça doit être bien, ouais. Bien confort. C'est beau, putain. Ouais, voilà, et maintenant tu profites, tu respires bien. Tiens. Hop. Tu peux écarter les bras, sentir le vent. Magnifique. Tac. Parce que je vois les routes sur lesquelles on passe à vélo, tu vois. Là, tu as la pente école là-bas, tu pourras prendre le parapente sur la petite pente. C'est ça ? Ouais, c'est que des parapentes. Et voilà.